Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les startups marocaines ont un grand potentiel, mais il reste encore beaucoup de défis à relever, notamment le défi du financement. 17 millions de dollars, c'est le montant qui a été investi dans les startups marocaines en 2023, un chiffre qui représente seulement 0,5% des financements octroyés à l'Afrique, selon le dernier rapport annuel du site Africa de Big Deal. Quel avenir pour les startups au Maroc? Comment les rendre plus compétitifs sur le continent et au niveau international? Comment booster l'investissement? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, monsieur Driss El-Aissaoui, vous êtes analyste économique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, sincèrement. Merci. Alors, commençons par faire l'état des lieux de la situation des startups aujourd'hui au Maroc. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, sincèrement, parce que les autorités marocaines ont toujours considéré, d'ailleurs, ça c'est un chiffre qui est connu, nous avons un chiffre global du tissu industriel qui est dominé par les PME, PMI, mais les startups sont devenus les grands gagnants, les grandes vedettes, si vous voulez. Mais les startups sont un peu compliquées parce qu'en fait, ça suit l'innovation technologique, ça suit les nouveaux métiers, ça suit tout ce qui n'est pas inscrit dans l'agenda des grandes entreprises, de manière générale. Et mon souvenir, c'est que même les grandes entreprises ont considéré qu'il était de leur devoir de servir de réceptacle à ces startups, de leur offrir les possibilités. Et je sais que par moment, et sinon bien après, la décision a été prise de consacrer une partie des marchés publics à ces startups. Parce qu'elles sont utiles, elles sont intelligentes, elles sont créatrices de revenus et créatrices de postes d'emploi. Ou le potentiel énorme à exploiter aujourd'hui. C'est un potentiel qui est inimaginable. On ne peut pas parler des startups sans considérer leur rôle socio-économique dans un pays qui s'appelle le Maroc. Et si vous voulez, on peut prendre des exemples sur les États-Unis, sur l'Europe, sur la Chine, le Japon. Ce sont tous des pays qui ont donné une chance, qui ont ouvert des lignes de création aux startups et qui créent de belles réussites et de très beaux résultats. Quand on parle des investissements, notamment les investissements marocains, il y a ce taux. C'est un taux qui a été publié en 2023. On parle de l'année 2023, mais tout de même, on parle d'un taux de 0,5%. Donc c'est ce qu'a capté le Maroc en termes d'investissement sur le continent africain, ce qui est quand même un taux qui est assez faible par rapport aux 3% qui ont été dédiés au continent africain de manière générale. Pourquoi qu'est-ce qui manque à ces startups marocaines pour se différencier et être plus compétitives sur le marché d'abord continental? Il y a d'abord un problème de perception et d'image. Parce que souvent, on ne s'intéresse pas aux startups qui viennent du Maroc, etc. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien développer des idées ou des idées reçues sur des startups qui naissent, par exemple, en Israël ou qui naissent en Europe ou dans d'autres pays. Pour les pays, des pays comme le Maroc, il est extrêmement difficile de le faire. Le deuxième obstacle au développement des startups, c'est la question de la langue. Le problème de la langue, il est primordial. C'est-à-dire quand nous avons des startups parce qu'en fait, l'essentiel des créations et des inventions se font en anglais. Ensuite, en espagnol, et ce n'est que des années plus tard, ça arrive au monde de la francophonie. Donc, je pense que, de toutes les manières, aujourd'hui, les startups marocaines, si vous voulez les voir, elles existent. Bien sûr. Vous avez le Technopark de Casablanca, Technopark de Rabat, etc., un certain nombre de sites où vous pouvez les trouver. Ce sont des personnes qui sont très agiles, très rapides, elles font beaucoup de réflexions, mais ce sont des gens qui disposent de formations extraordinaires.
Ils sont vraiment, c'est des personnes avec qui vous pouvez développer beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que les structures publiques, de manière générale, ne laissent pas beaucoup d'espace aux startups pour pouvoir profiter des financements qui viennent de l'étranger. C'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez aller plus loin? On peut aller plus loin. Alors, si vous voulez, par exemple, créer un climat favorable au financement des startups, il faut leur créer un espace institutionnel qui permet de les réunir, qui permet de leur donner la parole et de s'exprimer quand c'est nécessaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui essaient de faire ce travail, les grandes entreprises. Je l'ai dit tout à l'heure. Les grandes entreprises font des concours aux startups marocaines des fois pour trouver entre eux des pépites qui peuvent être exploitées à moyen et à long terme. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que l'idée est là, le principe est là. Mais comment le réaliser? C'est ça la question, c'est que la réalisation n'est pas toujours aisée ni facile. Quand vous parlez des institutions publiques, il faut dire qu'il y a un certain nombre de programmes aujourd'hui qui sont lancés, qui ont déjà été lancés pour financer les toutes petites entreprises, ces startups, ces pépites, comme on pourrait dire, et de les accompagner afin qu'elles puissent émerger et créer un écosystème entrepreneurial au Maroc. Vous êtes en train de parler d'un problème qui est très compliqué. Financer une entreprise, quelle que soit sa taille, ça demande d'abord une vision, ça demande un courage de la part de ceux qui ont l'argent. Alors, si vous voulez, par exemple, créer une entreprise, ce n'est pas facile. C'est évidemment extrêmement difficile de venir de dire « Vous, je vais vous donner un investissement pour créer votre ligne de produits. » Je parle des programmes comme Tatouer, Força, ce genre là, de Tatouer, Força, etc., ce sont des programmes qui ont été imaginés par ce n'est pas le premier, ce n'est que la résultante de grands programmes d'emploi qui ont été lancés par le Maroc. Et ça, ce n'est pas des startups toujours. C'est des PME, des PMI, etc., qui sont dans différents secteurs. Mais le problème, quand on regarde ces programmes-là, Força, prenons l'exemple, c'est 100 000 dirhams pour un seul projet. Alors 100 000 dirhams, on dit que ça va aider les jeunes à l'auto-emploi, à créer leur propre entreprise. Et je peux imaginer ça. Mais ça ne réussit pas de manière systématique. Il y a un nombre important, et très important. D'ailleurs, si vous parlez aux banquiers, ils vont vous dire « Oui, nous finançons beaucoup de PME. Oui, nous finançons beaucoup de PMI. Oui, nous finançons les startups, etc. » Et c'est même un thème de leur campagne de communication. Ils le mettent. Mais c'est toujours compliqué parce qu'en fait, on est dans une autre logique. On est dans la logique d'impulsion, de grande dynamique de création d'entreprises. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez le faire, il faut que les mécanismes soient forts. Il ne faut pas attendre des PME, PMI ou des startups qu'elles aient toutes les chances de leur côté. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Souvent, par exemple, la médecine. Prenons l'exemple de la médecine aujourd'hui. C'est un domaine extrêmement important et intelligent, mais les plus grandes forces, les plus grandes richesses sont celles qui vont s'inscrire dans des créneaux et dans des niches que les grandes entreprises ne peuvent pas investir. Et sur le plan de la santé, vous trouvez tous ces jeunes qui ont un peu de moyens ou un peu plus de moyens qui s'investissent dans le domaine de la santé pour créer des cliniques, pour créer des unités de production de vaccins, de beaucoup de choses. Mais il faut que ces gens aient accès à ce savoir. C'est ça la question. Et comment peut-on donner accès à ces jeunes pour qu'ils soient préparés ou pour qu'ils puissent être, disons, de potentiels créateurs de richesse et de développement?
Vous parlez par rapport aux formations, par exemple, en place? Là, d'abord, les formations. Vous savez, les gens qui veulent créer des startups. Je sais qu'il y a un fonds spécialisé pour les startups marocaines. Et les gens qui encouragent toutes les grandes idées et innovations au niveau de la recherche. Ça existe. Ils ont financé un certain nombre de produits. Ils ont financé un certain nombre de projets, c'est vrai. Mais on n'a pas encore cette masse critique. C'est ça ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, on est bien. On sait que ça marche et ça peut marcher. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais on n'a pas cette masse critique qui nous permet de dire qu'au Maroc, il y a tant de start-up. C'est-à-dire, c'est comme si on allait parler de la Silicon Valley aux États-Unis. Silicon Valley, c'est un fonds global où les gens sont venus créer leur richesse, créer leur entreprise avec beaucoup de dynamisme. Donc, nous, on veut, moi, je souhaite que nous, au niveau de ce beau pays qui s'appelle le Maroc, on puisse un jour nous réveiller et dire « Ah, il y a un espace de création de richesse, de start-up extraordinaire. Venons tous, mettons-nous ensemble pour créer notre propre start-up, etc. » Donc, c'est un défi de financement principalement aujourd'hui auquel ces startups sont confrontées. De financement, oui. Parce que l'argent, il est, vous savez, ceux qui possèdent l'argent sont frileux. Et ils ne peuvent s'aventurer ou avoir cette propension à imaginer le meilleur que ceux qui sont complètement fous. C'est-à-dire être véritablement de grands entrepreneurs, de grands créateurs de start-up. Ils financent tout. Alors, les start-up, c'est Microsoft, par exemple. C'est YouTube, c'est Facebook. C'est des gens qui sont partis de rien, de leurs expériences dans le garage de la maison, et ils sont devenus de grands richards. Maintenant, est-ce que cela peut se faire? Je sais qu'en Afrique, nous avons, disons, je sais que les Africains le savent. D'ici les années 40, 2040, etc., et au-delà, il y a un mouvement de jeunesse qui va voir lieu, qui va pouvoir participer à la création de grands projets à travers les start-up, à travers les entreprises, et à travers tout le travail d'auto-emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et les Africains, je pense qu'ils sont bien préparés pour cela. Ce n'est pas seulement le Maroc, c'est les autres pays subsahariens, ceux qui ont été exploités de manière indue par les forces coloniales européennes. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils se sont libérés et ils ont pris beaucoup d'initiatives qui seront réellement très positives pour le Maroc et pour les autres pays. Les startups marocaines ont donc un potentiel énorme à exploiter qui fait face aux défis, comme on l'a dit lors de cet entretien, du financement, de l'investissement, mais il y a également les formalités administratives et au niveau fiscal qui pourraient peut-être s'assouplir davantage pour pouvoir favoriser l'émergence de cet écosystème. Vous êtes en train de parler, les problèmes de la fiscalité resteront toujours posés. Parce que l'État ne peut pas fonctionner sans réfléchir à la fiscalité, parce que c'est le moyen par lequel l'État finance ses projets, son investissement. Il ne peut pas le faire sans ça. Et on est obligé de regarder du côté de la fiscalité, de dire « Ah, la fiscalité dans ce pays ne marche pas. Au Maroc, elle n'est pas encourageante. Les PME ne sont pas encouragées ou les startups ne sont pas encouragées parce que personne n'acceptera qu'une entreprise puisse fonctionner et fonctionner le jour même, ou être dans la claire conscience de tous et dire qu'il ne paie pas d'impôts. C'est impossible. C'est vraiment impossible. D'ailleurs, les plus grands scandales que nous vivons ces jours-ci, ce sont ceux qui ont essayé de gagner de l'argent, qui n'ont même pas investi leur argent, mais qui essaient d'utiliser
les mécanismes qui existent pour pouvoir gagner le maximum d'argent. Ça, heureusement qu'il y a un état de droit et on peut les arrêter avant même qu'ils fassent du mal à la société. On ne parle pas du fait de ne pas payer les impôts, mais plutôt d'assouplir peut-être certaines règles ou débloquer certains fonds plus facilement pour pouvoir investir. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, quels mécanismes peuvent être aujourd'hui mis en place et qui soient adaptés aux besoins de ces entreprises, ces petites entreprises, ces start-up qui débutent? Parce que les start-up, il y en a, elles démarrent, mais malheureusement, elles ne s'éternisent pas au bout de 1-2 ans. On remarque qu'il y a des fermetures. C'est l'échec. Et comment justement parvenir à éviter de tomber dans ce scénario où on démarre, on a un projet, on a un rêve, mais qu'on n'arrive pas au bout du chemin? Vous êtes en train de décrire la réalité. La création d'une entreprise, qu'elle soit start-up ou non, elle a une durée de vie. Et la plupart, il y a des statistiques qui sont révélées, qui existent, et qui vous disent que l'essentiel des entreprises qui sont créées, elles ont une durée de vie qui ne dépasse pas les 2 premières années. Pourquoi? Parce que l'investissement n'était pas calibré, parce que le marché n'était pas bien étudié, ou parce que l'entreprise n'a pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire. Toutes ces problématiques dont je vous parle maintenant, elles ont été étudiées. Elles sont connues au niveau de ce pays. Et les gens le savent. Mais on n'arrive pas à nous dire que toutes les entreprises start-up qui bénéficient de tel ou tel profil peuvent bénéficier de ce financement. Ça, ce n'est pas fait. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on est encore dans un modèle où on attend une réussite pour pouvoir y aller. C'est ça l'idée. L'idée, il faut que ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir de financer ou de sanctionner, doivent voir que dans tel projet, il y a un intérêt direct à investir ou à accompagner. Donc à ce moment-là, en principe, ça devrait bien se passer. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de me dire aussi, alors aujourd'hui, il y a... Je ne dis rien, je pose des questions. Oui, je sais. Mais vos questions, c'est aussi une manière d'affirmer quelque chose qui n'est pas encore concrète aujourd'hui. Généralement, pour les startups, elles fonctionnent avec des incentives. On dit que c'est des incitations que l'on met ici pour pouvoir amener celui-là, pour amener... C'est-à-dire, notre idée, c'est quoi? C'est que les startups ne doivent pas être seulement le fait d'hommes ou de personnes âgées. Les jeunes peuvent être des créateurs de start-up. Et c'est surtout le cas. Ils peuvent faire ça et ils peuvent être des start-up, pas seulement dans l'industrie ou dans le service, dans tout. Vous savez, la culture est un domaine de création de richesse. Alors, qui c'est qui soit capable de créer un musée ou de l'accompagner et ne pas être suivi? C'est ça l'idée. Alors, il faut que nous, on puisse un jour dire aux gens, il faut prenez votre imagination, prenez votre imaginaire, faites-le secouer et allez de l'avant et créez de la richesse, créez de l'entreprise, créez des projets que votre pays peut en bénéficier. Et de la valeur, justement. Oui. Tout à l'heure, on parlait des qualifications du capital humain, de la formation, en moins de 2 minutes, parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Si on devait parler de ce, on va dire, rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, celui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est en plein progrès. Et là, le potentiel est énorme. Et où en est justement l'innovation au Maroc par rapport à cela? Est-ce qu'on a des profils aujourd'hui adéquats qui pourraient, des jeunes pousses qui pourraient se lancer dans ce genre de domaine et aller loin? Je suis certain, parce que c'est l'un des domaines où les jeunes peuvent aller très très vite. Parce que l'intelligence artificielle, au même titre que les nouvelles technologies de l'information, elles sont ouvertes à qui? À ceux qui ont les esprits agiles, qui ont les esprits ouverts.
Et le Maroc dispose de ces jeunes-là. Et il faut, et je pense qu'il y a eu le Conseil économique social, le Conseil supérieur de l'éducation et de la formation a organisé une session consacrée à l'intelligence artificielle. Au niveau de la ville industrielle de Rabat, on a consacré une grande réunion à l'intelligence artificielle et toutes les possibilités. Vous savez, l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser dans tout. Dans la grammaire, dans la rédaction, dans la programmation, dans tout. Même par exemple, si vous voulez étudier un phénomène donné, vous le donnez à l'intelligence artificielle, il vous le restitue en rien de temps. Autre chose, l'intelligence artificielle s'utilise dans la musique, dans les arts, dans tout. Alors maintenant, je pense qu'il est temps d'ouvrir cette science aux Marocaines et aux Marocains et de dire aux Marocaines et Marocains, allez-y, utilisez l'intelligence artificielle. Parce qu'on l'a vu dans les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens qui prennent des images, ils prennent des sons, et ils font de la manipulation avec ça. Nous espérons que les Marocains vont pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à des fins constructives. Par exemple, dans la médecine, je l'ai dit tout à l'heure, dans la santé. Dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, qui est un domaine où justement, voilà, là, en fait, aujourd'hui, on veut faire de l'agriculture et on sait qu'on est en manque d'eau. Maintenant, si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir des capteurs qui vous disent tel territoire, vous ne pouvez pas mettre de patates ici, mais mettez de l'orge, mettez ceci, mettez cela, etc. Donc ça, ce sont des combinaisons que seule l'intelligence artificielle peut donner des indicateurs et des indications utiles à ceux qui veulent utiliser une agriculture intelligente. Merci à vous, Monsieur Liaissaoui. C'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.